Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation, particulièrement Madame la Présidente, Dr Fatema Azizi, et notre Président, Dr Azdine Gmera. Bravo pour l'organisation. Je tiens aussi à remercier toute l'assistance ici présente pour ce moment de partage. Alors, la douleur, c'est quelque chose de tout à fait normal. La douleur aiguë joue un rôle d'alarme pour notre organisme et elle est censée s'atténuer et disparaître après la guérison. Malheureusement, dans certains cas, elle se chronicise, même après l'arrêt du stimulus qui l'a engendré. Alors, la douleur est une double expérience. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Alors, sensorielle dans le sens... quel est le ressenti de cette douleur, l'intensité de la douleur, et sur le plan émotionnel, est-ce que c'est supportable ou pas supportable? Alors sur le plan mécanistique, on a le mécanisme de la douleur, on a une stimulation qui peut être mécanique, qui peut être thermique, qui peut être chimique, et elle agit sur un nocicepteur en périphérie. Et à ce niveau-là, on a le nocicepteur ici, c'est ce neurone-là. On a une soupe inflammatoire qui va venir le titiller et engendrer toute une cascade d'événements. La première chose qui se passe après cette soupe inflammatoire, c'est qu'il y aura un influx nerveux, un courant nerveux qui va partir à la moelle épinière. Et à partir de là, on aura un arc réflexe. Quand on met sa main sur quelque chose de très chaud, par réflexe, on l'enlève. Mais le cheminement de la douleur ne se contente pas de l'arc réflexe, elle remonte vers le cerveau et c'est la transmission grâce à des substances algogènes, la substance P, le glutamate qui agit sur le récepteur NMDA. Arrivée au cerveau, elle arrive au thalamus, elle suit deux chemins, soit le cortex pour nous dire quelle intensité a cette douleur, soit le système limbique, celui de l'émotion, pour nous dire si c'est supportable ou pas. Ensuite, on a la voie descendante, toujours dans le cerveau. Là, c'est la libération d'opioïdes endogènes, de sérotonine, de GABA, pour essayer d'un petit peu d'édulcorer un petit peu cette douleur et cette sensation douloureuse. Mais de vous à moi, quand on a une fracture, ce n'est pas cette modulation qui va enlever la douleur. Et là, c'est un schéma récapitulatif de toutes les étapes que j'ai décomposées. Alors, quand on a un stimulus nociceptif, il donne une réponse douloureuse normale, mais des fois, pour le même stimulus, on a une hyperalgie parce qu'il y a une sensibilisation. Et la sensibilisation périphérique est due à une stimulation nocive répétée ou persistante, avec une diminution du seuil d'excitabilité et une augmentation de la réactivité des neurones, avec une soupe inflammatoire beaucoup plus importante. Alors on a une inflammation périphérique qui va entraîner une inflammation de la moelle épinière, une augmentation de la sensibilisation centrale, parce qu'on a trop d'excitateurs, le glutamate, la substance P, moins d'inhibiteurs, le GABA et la sérotonine, et puis cette inflammation remonte jusqu'au cerveau et donne de la neuroinflammation. Alors la chronicisation de la douleur dépend de facteurs génétiques, mais on sait que la génétique intervient dans 10 à 15% de tous les événements qui se passent dans notre corps. Mais l'environnement agit aussi à cause du stress psychologique, du stress psychique, des traumas dans l'enfance. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alimentation, ce qu'on va mettre dans notre assiette. Donc il y a l'épigénétique, il y a un cercle vicieux où l'épigénétique intervient, l'inflammation, la neuroinflammation et le microbiome. Et tout ça, ce cercle vicieux vulnérabilise et donne de la douleur chronique. Alors la chronicisation dépend aussi bien entendu du microbiote, on vient d'en parler, le microbiome, parce que quand on est en dysbiose, ça va enflammer le système immunitaire qui est situé au niveau du tube digestif, libérer des molécules bioactives qui vont passer soit par voie sanguine, soit par le nerf vague vers le cerveau, traverser la barrière hématocéphalique et donner de la neuroinflammation. Alors les douleurs chroniques peuvent être nociceptives, c'est le cas de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde.
Elles peuvent être neuropathiques, celles du zona, de la sclérose en plaques, du diabète. Ça peut être des douleurs centralisées ou nociplastiques, la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable, la migraine et les céphalées de tension. Alors on ne va pas mentir aux gens et leur dire qu'avec la nutrition, on va guérir la douleur. La nutrition, elle est là pour essayer de changer un petit peu le terrain et pour éviter cette vulnérabilité et cette chronicisation. Mais la douleur dépend d'une prise en charge classique, allopathique, les antalgiques et les analgésiques. Alors il y a différents paliers en fonction de l'intensité de la douleur, mais ces antalgiques ne sont pas dépourvus d'effets secondaires. À titre d'exemple, les opioïdes, ils entraînent un problème de tolérance, de dépendance, d'hypersensibilisation. Et puis on va focuser un petit peu aussi rapidement sur le paracétamol et en toucher un petit mot. Cette slide, c'est juste pour montrer aux États-Unis la mortalité due aux opioïdes, au fentanyl, au tramadol, qui rejoint un petit peu la mortalité de toute cause, parce que souvent aux États-Unis, l'utilisation de ces opioïdes n'est parfois pas encadrée par une prescription médicale. Et c'est catastrophique. Alors le paracétamol, on en prend de manière banale quand on a un peu de fièvre ou quand on a mal à la tête. Mais il faut savoir que le paracétamol détruit le glutathion. Le glutathion, c'est le détoxifiant universel fabriqué par le foie. C'est un tripeptide. Et quand le paracétamol est pris n'importe comment, on peut aboutir à une hépatite fulminante, cytolytique. Et il faut savoir que le paracétamol, c'est la première cause de mortalité par suicide en Grande-Bretagne et la première cause de greffe du foie en Europe, particulièrement en France. Et donc, quand on prend du paracétamol, il faut prendre la précaution de prendre l'acide aminé limitant de la fabrication du paracétamol, c'est-à-dire la cystéine. On la prend sous forme de NAC, N-acétylcystéine. Alors, de plus en plus de personnes recherchent des solutions naturelles à cause de la dépendance, des effets secondaires. Quand ils viennent nous voir, ces patients-là, ils pensent qu'on va leur donner une pilule miracle. Il ne faut pas leur mentir. Il faut être à l'écoute, il faut les rassurer. Il y a une souffrance physique, il y a une souffrance émotionnelle, psychique, et qui génère un stress. Et puis, il ne faut surtout pas dire à ces patients-là, ça se passe dans votre tête. Parce qu'un fibromyalgique, ma foi, c'est réellement dans sa tête. Il y a de la neuroinflammation. On a une image de PET scan d'un fibromyalgique. On va le bourrer d'antidépresseurs. Oui, l'antidépresseur, oui, comme béquille, mais pas, ça ne suffit pas. Et il faut faire attention aux faux espoirs. Il faut que les objectifs soient atteignables. Donc, quelles sont les pistes d'accompagnement nutritionnel qu'on peut proposer pour que ces patients vivent mieux avec leur douleur? D'abord, ça ne sort pas de notre chapeau. Il y a plus de 3200 études cliniques et méta-analyses qui parlent des douleurs et de l'alimentation. Alors, quand cette douleur devient pathologique, quelles sont les pistes d'accompagnement? Le premier bouclier contre le stress oxydant et qui est pourvoyeur de douleur, c'est de manger plus de végétaux. Il faut savoir que le stress oxydant, on le trouve dans pratiquement toutes les douleurs, dans la douleur du cancer, dans la douleur de la fibromyalgie, des cystites interstitielles, du cancer et puis aussi de l'endométriose. On est irradié de l'extérieur par les rayonnements ultraviolets, par le tabac, la pollution, les radiations ionisantes, mais on est surtout irradié de l'intérieur à cause de notre métabolisme, parce que quand on veut avoir de l'énergie, au niveau des mitochondries, on brûle les calories au feu de l'oxygène et on produit de l'ATP, mais en même temps on produit des radicaux libres. Et donc, quand il y a une augmentation de production radicalaire, on a une déplétion en antioxydants. Ça crée un stress oxydant, et le stress oxydant, c'est les dommages cellulaires et tissulaires. Ça enflamme la voie NF-kappa B, et ça donne des cytokines inflammatoires, ça donne de l'inflammation, et ça potentialise les dommages cellulaires et tissulaires, et on a plus de douleur, et ça entraîne une chronicisation en plus. Donc on mangera plus de végétaux, de toutes les couleurs, chaque coloris correspondant à un pouvoir anti-inflammatoire et antioxydant.
On essaiera d'avoir une assiette aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ici, c'est une étude qui a été faite en Espagne, chez des fibromyalgiques. Un groupe a pris un régime végétarien et l'autre était omnivore. Et le groupe qui avait pris un régime végétarien, on a vu que tout ce qui était métabolique, cholestérol, poids, était amélioré, mais également la douleur au repos et les autres symptômes de la fibromyalgie. Et puis, des patients fibromyalgiques qui ont pris pendant 3 semaines de l'huile d'olive vierge ont présenté une forte amélioration des symptômes de la fibromyalgie. Et pourquoi ne pas faire un petit peu un mix de ce qu'il y a de bien chez nous dans notre diète méditerranéenne et de la diète asiatique ? La diète asiatique est caractérisée par le curcuma, le gingembre, le thé vert et puis le soja. Alors, au lieu de saler ces plats, il serait judicieux quand même de les épicer avec un peu de curcuma et de gingembre, saupoudrer ça à son assiette. Alors, le curcuma, la curcumine est anti-inflammatoire, antioxydante, antidouleur, immunomodulateur, et seul Dieu sait que l'inflammation est un moteur de la douleur, améliore la fonction mitochondriale, et en améliorant nos mitochondries, on aura moins de déchets radicalaires. Beaucoup d'études qui montrent la pertinence de la curcumine dans l'arthrose, dans la douleur et l'inflammation, dans la migraine, dans la fibromyalgie. Le gingembre, plusieurs principes actifs, le gingérol, le chogol, le paradol. Ils augmentent l'absorption du curcuma, ils sont antidouleurs, anti-inflammatoires, antioxydants. Et sur cette slide, on voit que le principe actif agit sur le récepteur NMDA et diminue la sensation de douleur, et sur le 5-HT1 en favorisant la production de sérotonine qui est antidouleur. Alors le clou de girofle et la douleur, qui n'a pas ressenti le goût du clou de girofle chez nos amis dentistes? Le génol, c'est une huile essentielle du clou de girofle, anesthésiante, anti-inflammatoire, antiseptique. Et puis surtout le bêta-caryophyllène, qui est un cannabinomimétique, qui est un agoniste du CB2. Le CB2 est un récepteur cannabinoïde dans notre corps et qui est puissamment anti-inflammatoire. Après, il faut faire le bon choix des bons lipides. Les lipides sont nos alliés contre l'inflammation. Alors, dans notre alimentation, l'idéal, c'est d'avoir un équilibre entre les oméga-6 qui sont inflammatoires et les oméga-3 qui sont anti-inflammatoires. Il faut savoir que la viande rouge, c'est de l'acide arachidonique, c'est un oméga-6 qui est très inflammatoire. Le ratio idéal est de 4 oméga-6 pour un oméga-3. Or, notre alimentation actuelle, ce ratio est entre 15 et 20 oméga-6 pour un oméga-3. Et c'est pourvoyeur, c'est beaucoup d'inflammation, et non contrecarré par les oméga-3 qui sont anti-inflammatoires. Et puis les oméga-3 sont très importants dans la résolution de l'inflammation grâce à leurs produits finaux, la résolvine et la protectine. Et puis il y a beaucoup d'études qui montrent la pertinence d'utiliser ces oméga-3 dans la douleur neuropathique, dans l'arthrite rhumatoïde, la neuropathie diabétique, dans la migraine, dans la fibromyalgie aussi. Alors on favorisera tout ce qui est huile d'olive, avocat, les oléagineux, les petits poissons gras. On limitera, mais on ne va pas enlever de notre alimentation ni le beurre, ni les viandes rouges, ni les produits laitiers. On utilisera aussi, on limitera tout ce qui est oméga-6, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, mais on continuera à les consommer, mais de manière modérée. Mais par contre, on proscrira de sa nourriture, on évitera de manière absolue tout ce qui est acide gras trans et hydrogéné, junk food, friture, margarine et viennoiserie. On va favoriser des protéines de bonne qualité. On privilégiera 2 tiers de protéines végétales, des céréales complètes, semi-complètes, des légumineuses, des oléagineux, et on mangera pour 1 tiers des protéines animales en privilégiant les petits poissons gras, les œufs oméga-3, et un petit peu de viande, et un petit peu de volaille, et un petit peu de produits laitiers, ça ne pose pas de problème. Et puis les protéines ont beaucoup de rôles. Moi, je vais m'attarder juste sur le dernier rôle, acide aminé précurseur de neurotransmetteurs. Pour démarrer la journée, on a besoin de dopamine et on a besoin de noradrénaline. Et le précurseur de ces neurotransmetteurs, c'est la tyrosine. Et pour que cette tyrosine soit transformée en dopamine et noradrénaline, pour qu'on fasse des choses dans la journée, on a besoin de cofacteurs, de vitamines et de minéraux.
Ensuite, vers 16h, 17h, on a besoin de sérotonine pour freiner cet accélérateur, la noradrénaline. Et puis le précurseur de la sérotonine, c'est le tryptophane. Le tryptophane se transforme en sérotonine, puis en mélatonine vers 21h pour bien dormir. Et encore une fois, on a besoin de vitamines et de minéraux. Il faudra prendre soin de son microbiote et de son intestin. Beaucoup d'études montrent l'implication de la dysbiose, la perméabilité intestinale dans la douleur chronique, dans l'inflammation de manière générale, dans la douleur chronique. Et puis cette slide, on l'a déjà vu, la dysbiose qui entraîne... Qui enflamme le système immunitaire, des molécules bioactives qui vont vers le cerveau, qui donnent de la neuroinflammation. Donc on va cultiver son microbiote amical en mangeant plus de fibres, dans les légumineuses, dans les céréales complètes, dans les fruits et légumes. Et puis ces fibres, c'est des prébiotiques qui, quand elles vont être fermentées par notre microbiote, vont donner des acides gras à courte chaîne, le butyrate, le propionate, l'acétate, qui sont fortement antioxydants et anti-inflammatoires. On va cultiver aussi notre microbiote amical en mangeant plus d'aliments naturellement riches en probiotiques. Les probiotiques, c'est de bonnes bactéries. Et pour la plupart, ces aliments sont lacto-fermentés. On va manger comme si on était diabétique, parce que le sucre est un poison. Il donne de la résistance à l'insuline, du surpoids, de l'obésité, du diabète. C'est très, très inflammatoire. Mais surtout, ça glyque les protéines. Et une protéine glyquée, c'est une protéine qui est handicapée, qui ne peut pas faire son boulot. Et à force, on obtient des dépôts de produits de glycation avancés. Ces AGE vont stimuler les cellules immunitaires. Ils vont donner de l'inflammation, du stress oxydant. Et on va continuer à être dans ce cercle vicieux qui entretient cette douleur chronique. Et les AGE, comme vous le voyez, les produits de glycation avancés, sont impliqués dans la fibromyalgie, dans les douleurs lombaires, dans les douleurs neurologiques. Et puis, il n'y a pas que les sucres rapides, il y a aussi les féculents. Les féculents, on ne va pas les prendre comme plein principal. C'est un accompagnement. Posons un petit exemple. Une barquette de frites de 500 grammes, on peut la manger en 5-10 minutes. Ça fait monter la glycémie comme si on avait mangé 30 sucres. Et bonjour les dégâts avec les produits de glycation avancés. Il faudra soutenir son foie et les émonctoires. Alors l'organisme est constamment agressé par des substances nocives qui compromettent le fonctionnement des cellules, les métaux lourds, les agents conservateurs, les médicaments, la pollution. Et puis cette intoxication de nos systèmes entraîne une surcharge du foie, crée un terrain propice pour de l'inflammation, et puis le développement de maladies et surtout des douleurs chroniques. Donc il faudra aider un petit peu notre foie. Comment on va faire ? On va prendre une alimentation hypotoxique. À partir du moment où on a un aliment, où on a sur l'étiquette une liste d'ingrédients, on ne l'achète pas. Ici, on l'a acheté, on le jette. Parce qu'une fraise, c'est une fraise. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Après, il y a des aliments vedettes, les crucifères, le chou-fleur, le brocoli. Ils permettent une détoxification du foie grâce aux dérivés soufriques qu'ils contiennent. Ils sont très anti-inflammatoires et très antioxydants. On pourra aussi utiliser les aliacées, l'ail avec son allicine, l'oignon avec la quercétine. Ils contiennent également des composés soufrés, également antioxydants et anti-inflammatoires. Et bien entendu, on prendra des tisanes, du thé vert, de la menthe, tout ça, toutes ces tisanes permettent de détoxifier aussi bien l'intestin que le foie. On va essayer d'optimiser la production d'énergie. Alors, il faut essayer de sortir de ce cercle vicieux de la douleur et de la fatigue. Et le nerf de guerre, c'est l'énergie. Comment on va faire cela ? On va chouchouter un petit peu nos mitochondries. Et pour ce faire, on va réduire les excès caloriques. Les excès caloriques saturent nos systèmes, nos circuits, produisent plus de radicaux libres. On va essayer de manger des glucides complexes, utiliser des compléments à base de vitamines et de minéraux, essayer d'avoir un sommeil réparateur et faire d'un petit peu d'activité physique. Et bien entendu, on rechargera son énergie avec une alimentation saine, une alimentation surtout pas transformée, parce que quand elle est transformée, c'est des calories vides. Les nuggets, les chips, c'est bourré de calories, sans vitamines, sans minéraux. Ça donne de l'inflammation chronique, pourvoyeuse des maladies de civilisation. Et puis si on est porteur de douleurs chroniques, ça les potentialise. On va essayer de maintenir un poids santé.
Alors, cette graisse abdominale qu'on voit ici, viscérale, ça donne la dysbiose, de l'hyperperméabilité, de la résistance à l'insuline, et ça donne beaucoup d'inflammation. Et sur cette étude-là, les participants qui ont perdu 4% de leur poids, juste 4%, ont vu des améliorations significatives des symptômes associés à la fibromyalgie et une amélioration de la qualité de vie. Et ce n'est pas grand-chose, 4%. On va essayer d'éviter certains aliments allergogènes, particulièrement tout ce qui est excitotoxique. Alors, le glutamate de notre alimentation, quand elle est saine, il est bon pour la santé. Il est bon pour la plasticité synaptique. Et quand il stimule légèrement le récepteur NMDA, il permet l'apprentissage, il permet la mémorisation. Mais moi, je ne parle pas de... Et puis, ce glutamate, c'est le précurseur du GABA. Le GABA, qui est le neurotransmetteur qui permet de faire en sorte de moins ressentir la douleur. Mais bien entendu, pour avoir du GABA, il faut du magnésium, il faut de la B6. Mais moi, je parle du conservateur, du glutamate monosodique. C'est un additif alimentaire, c'est le E621. C'est un exhausteur de goût qu'on trouve dans la nourriture chinoise, dans les sauces industrielles, dans les bouillons cubes, dans les soupes en sachet, dans les conserves de légumes, dans les biscuits industriels et dans les chips. Et ça, il faut vraiment le bannir de son alimentation. Et ce glutamate est incriminé dans la douleur chronique, dans la fibromyalgie et dans le syndrome du côlon irritable. L'aspartame, il faudra absolument l'éviter. Il induit la fibromyalgie, les douleurs chroniques, et il est incriminé dans la migraine. L'aspartame qu'on retrouve dans les sodas zéro, c'est juste une catastrophe. Les yaourts 0%, catastrophe. Maintenant, on a les doubles 0% et même les triples 0%. Il faut bannir ça de son alimentation, ça donne de la dysbiose et ça stimule le récepteur NMDA qui entretient cette douleur chronique. Le gluten, est-ce qu'il faut en prendre ou il ne faut pas en prendre? Notre corps a un capital enzymatique qui permet de digérer le gluten, mais le gluten d'il y a un siècle, l'ancien blé, qui comportait 14 chromosomes. Or, le blé moderne contient 42 chromosomes. Et puis, on n'a pas le capital enzymatique pour digérer ce gluten du blé moderne. Alors, est-ce qu'on ne va pas en manger? Si, on va manger du blé moderne. Nous, on est tous un petit peu intolérants au gluten moderne, mais à différents degrés. Mais un fibromyalgique, quelqu'un qui a de la douleur chronique, il ne doit pas en prendre du tout. On peut prendre... les Occidentaux n'ont pas modifié génétiquement l'orge, shake. Ils ne l'ont pas modifié génétiquement, donc on peut le prendre. Mais ça contient du gluten, mais c'est moins mauvais que le gluten moderne qu'on peut pas, qui est très inflammatoire et qui entraîne une dysbiose. Alors, l'alimentation peut faire beaucoup de choses, mais elle ne fait pas tout. On peut avoir besoin de compléments alimentaires. En première intention, la vitamine D. Il faut essayer d'avoir 50 à 60 nanogrammes de vitamine D au lieu des 30 préconisés par les laboratoires. C'est juste pour ne pas être en carence. On utilisera aussi du magnésium, qui est un excellent antalgique, mais on utilisera du bon magnésium, glycérophosphate ou bicisglinate. On utilisera des oméga 3 pour contrecarrer les oméga 6. Et puis on utilisera un complexe multivitaminé, et pour pouvoir un petit peu édulcorer le terrain de nos patients pour qu'ils puissent avoir un minimum de vitamines et minéraux pour qu'ils puissent affronter cette douleur chronique. Et là, je tiens à remercier notre sponsor Pharmacin qui propose une gamme de compléments Stark et qui propose aussi un complexe multivitaminé qui peut aider dans ce genre de situation. Ensuite, en deuxième ligne, on pourra utiliser la mélatonine, le PEA et le CBD. La mélatonine, elle est connue pour être fabriquée dans le cerveau par la glande pinéale et favoriser le sommeil. Mais la mélatonine est fabriquée en plusieurs points de notre corps. Elle est aussi fabriquée par nos mitochondries et le pôle mitochondrial est très, très, très important. C'est un superoxydant.
Là où il y a la fournaise des radicaux libres, la mitochondrie, ben la mélatonine peut aider à un petit peu contrer ce stress oxydant. Et donc la supplémentation en mélatonine en cas de douleur chronique est très très importante. Elle agit sur le sommeil, sur l'inflammation, sur le microbiome, et elle agit aussi sur la douleur chronique. Alors, des études, mais on préconisera 5 à 10 mg de mélatonine au coucher ou au plus 1 heure avant de dormir. Le CBD. Le CBD est un cannabinoïde qui agit sur l'inflammation, sur le stress, sur l'anxiété et la qualité du sommeil. Et puis, il est indiqué dans les douleurs chroniques, inflammatoires, neuropathiques ou nociceptives. Et il permet, le CBD, de diminuer la dose d'antalgie qu'on prend, ou voire même carrément sevrer certains patients. Alors, on le prendra sous forme d'huile, sous la langue, et puis on commencera doucement, et enfin, il y a le PEA, l'acide palmitoyl-éthanonamide est un cannabinomimétique-like qui est produit par notre corps, mais dans le cas de douleurs chroniques, l'homéostasie ne fonctionne plus très bien, il n'en produit pas assez, donc on peut l'apporter en complément alimentaire. Le PEA agit sur le PPAR-alpha et sur le TRPV1, qui sont puissamment anti-inflammatoires. Donc il est anti-inflammatoire, il module la douleur, neuroprotection, la santé intestinale via une bactérie très importante pour notre santé, la Carmentia. Et puis, il stabilise les mastocytes. Et en stabilisant la mastocyte, on libère moins d'histamine. Et seul Dieu sait que l'histamine est très, très, très inflammatoire. On pourra aussi utiliser l'acétyl-L-carnitine, l'acide alpha-lipoïque, le coenzyme Q10. Et puis, il y a plein de compléments documentés qui peuvent aider nos patients qui ont une douleur chronique. Il ne faudra pas oublier les 3 piliers de notre santé et hygiène de vie. Alors, il y a l'activité physique adaptée. Elle doit être adaptée à chaque situation individuelle. Et puis, la gestion du stress, la méditation, le yoga, la respiration. Alors, les bains de forêt, c'est juste extraordinaire. Ça baisse le cortisol, ça améliore le sommeil et ça régule le rythme cardiaque. Enfin, le sommeil. Tout le monde connaît cette relation intime entre sommeil et douleur. C'est une relation bidirectionnelle, avec un mauvais sommeil qui peut exacerber les douleurs et les douleurs qui peuvent empêcher de dormir. Alors enfin, là, quand la douleur devient pathologique, c'est l'affaire de la pharmacologie. On ne va pas mentir aux gens. Et puis, bien entendu, c'est une approche intégrative où la nutrition peut intervenir, la nutrithérapie aussi, la complémentation, pour jouer sur ce terrain, éviter que la vulnérabilité, la sensibilisation et la chronicisation, la gestion du stress, la psychologie, la phytothérapie, l'hypnose et la kiné. Et je crois que c'est la dernière slide, et je vous remercie.